Bonjour Laure Limongi. C'est pour votre roman On ne peut pas tenir la mer entre ses mains que nous vous accueillons. Il paraît aux éditions Grasset. Dans On ne peut pas tenir la mer entre ses mains, vous avez de très belles lignes sur le secret, comme celle-ci que je vais me permettre de lire. Le secret remplace l'air par l'eau de son naufrage. Il n'y aura pas assez de canaux, pas assez de bouées pour sauver le monde. Les poumons doivent s'habituer à sa loi, se noyer, à défaut de branchies, d'hybridation salvatrice. Puis le corps mort-vivant se déplace dans les territoires du secret. On ne peut pas parler dans l'eau. Les sons sont dilués, absorbés par les vagues. Parfois, un poisson remue la vase, l'eau se trouble. Les sons sont vibrations, impossible d'articuler une phrase. La découverte du secret, est-ce le moteur de ce roman ? Je pense que c'est le moteur de son écriture, en tout cas. C'est vrai que tout est centré sur cette question du secret de famille, c'est-à-dire du silence qu'il crée, et la manière dont on peut paradoxalement créer une langue d'après ce silence et d'après ce secret. Je dirais que c'est pas forcément le Graal pour le lecteur et la lectrice. Il y a plein d'autres choses, évidemment, qui apparaissent. Et j'ai justement tout fait pour le présenter de la manière la plus simple et humaine possible. Je pense que quand on le découvre, on se rend compte que, voilà, je crois que j'ai une image à un moment où je dis que c'est comme quand on a l'impression de voir un monstre et qu'on se rend compte que c'était la lumière du crépuscule qui agrandissait les ombres et que c'était une toute petite bête. Là, c'est un petit peu la question. Mais en tout cas, pour moi, en tant qu'autrice, c'est vraiment cette question de ce trou dans mon histoire et de cette question du silence et de la parole empêchée qui a créé la nécessité de se créer une langue et de raconter cette histoire. Donc il y a vraiment aussi quelque chose de l'ordre de dépasser un tabou et de dépasser une ligne, très clairement. C'est un roman familial. Oui, c'est un roman familial. Le roman donc se passe dans le lieu de vie de cette famille, précisément. Et cette maison, elle a un nom, d'ailleurs. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est un théâtre ? Elle est construite comme un théâtre. C'est vrai qu'elle est une sorte de chambre d'écho. Alors il y a une image aussi de Matrioshka. Pour moi, il y a vraiment cette idée que l'île et la maison, comme une sorte d'emboîtement de plus en plus petit, de plus en plus serré. Oui, c'est clairement effectivement un théâtre où des voix s'élèvent. Et puis quelque part, donc elle s'appelle l'Alcyon. C'est aussi un peu un personnage. Je me suis rendu compte au fil de l'écriture du livre qu'elle était très présente, voilà, comme une sorte de personnage pas humain, mais les pièces sont. Enfin, il y a pas mal de personnifications. Le passage du début avec l'escalier de marbre qui relie les deux étages, par exemple, est assez symptomatique. Et pour parler du nom, l'Alcyon, c'est le nom d'un oiseau mythique qui ne pouvait pas couver sur les flots déchaînés et auquel Zeus avait concédé quelques jours d'apaisement pour qu'il puisse nicher et donc puisse se reproduire. Et je fais la remarque que voilà, pour une maison de famille, c'était quand même un drôle de nom et quelque part c'est un nom programmatique. Alors par ailleurs, il y a beaucoup de choses sur les noms d'ailleurs dans ce livre. Je crois que c'est un peu une obsession parce que je l'avais fait dans d'autres livres avant. Mais oui, clairement, c'est une maison qui est un théâtre et un personnage. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette famille, plus précisément ? Alors, c'est vrai que ça fait carte postale au début parce qu'il y a cette maison qui est très belle quand même, qui est à Bastia en Corse, avec depuis laquelle on voit la montagne et la mer. Voilà, au premier abord, une famille qui a l'air plutôt très normale, avec des gens, voilà, plusieurs générations assemblées. Sauf qu'en y regardant de plus près, et surtout de l'intérieur, justement au sein de ce théâtre et au sein de ce secret, on se rend compte que déjà il y a une alliance de deux familles socialement opposées, puisque du côté des Corses, ce sont ce qu'on appelle des geaux en Corse, c'est-à-dire des seigneurs, des bourgeois, des gens qui tiennent les villages. Mais une famille de geaux un peu en déliquescence, disons que la richesse passée est loin, donc il leur reste quelques biens, mais voilà, il y a un petit côté assez mélancolique. Et donc Laui Benedetti, le fils de cette famille-là, se marie avec une femme, Alice Rocher, qui est née à La Ciotat et qui, elle, est d'origine modeste, ouvrière, famille d'ouvriers communistes.
ses parents venaient de l'assistance publique à elle. Donc voilà, déjà une alliance sociale un peu étrange. Et on se rend compte que, outre ce mélange, pas forcément simple à vivre au quotidien, il y a ce fameux secret qui pétrifie en fait cette famille, qui crée beaucoup d'animosité. C'est paradoxal parce que c'est une famille au sein de laquelle il y a à la fois énormément d'amour, puisque les parents justement sont alliés malgré tout ce qui les oppose par une passion voilà, qui est assez destructrice, et beaucoup de ressentiment. En exergue du tout premier chapitre du livre, vous citez Henri De Luca. Moi, je vais le dire en français. J'écris sur la matière qui m'a écrit. Quelle est la part autobiographique pour ce roman? Scrivo della materia che mi ha scritto. Alors, il y a une part autobiographique, évidemment, ce que j'assume clairement avec les 2 passages du début qui sont à la première personne. Mais après, j'ai vraiment ressenti le besoin d'en faire un roman et de créer des personnages. C'est-à-dire que, alors, j'ai rien contre les auteurs et autrices de l'autofiction, mais c'est vrai que c'est pas une forme qui me parle. C'est ce que je dis vraiment au début du livre, hein. Il y a tellement de trous en plus dans cette histoire que c'est l'espace de l'invention. Enfin, moi, je sais pas si la vérité existe, je sais pas si dans ce que je raconte, je sais même plus ce qui est vrai et pas vrai d'ailleurs. Tellement, voilà, je crois que tout est fiction. On est vraiment beaucoup plus tissé de fiction que de vérité. Donc je suis allée au bout de ce raisonnement et j'ai créé des personnages donc qui la plupart empruntent beaucoup de traits à des proches et à moi-même, mais il y a aussi un espace de liberté, voilà, j'ai laissé les choses dériver selon les nécessités aussi romanesques et mes désirs. Enfin, c'est quand même bien d'être auteur parce qu'on est quand même très très méchamment démiurge, donc je me dis qu'il faut quand même en profiter un maximum. Et puis la Corse. Vous aviez envie d'écrire sur la Corse? Ça faisait longtemps. En fait, ce livre, ça fait 20 ans que j'essaie de l'écrire et que je n'y arrive pas. Outre l'histoire familiale, je pense que la Corse est un territoire avec tout son lot de sublime qui terrifie aussi. On a vraiment peur de poser des mots sur cette beauté-là. C'est une beauté en plus qui est tellement environnée de clichés, d'idées reçues. C'est vraiment compliqué de se dire mais comment moi je vais réussir à dépasser ces clichés-là. Donc j'ai mis beaucoup de temps à y arriver et c'est aussi passé par une nécessité. Alors je n'habite certes plus en Corse puisque là comme vous savez je travaille au Havre et je suis au Havre très souvent et j'habite à Paris, mais je suis aussi très souvent en Corse, donc c'est aussi passé pour moi par une réappropriation du territoire, l'habiter de nouveau, et donc j'ai été assez heureuse de réussir finalement à non seulement à coster dans cette île, mais je pense à y voir développer quelque chose qui j'espère lui ressemble et me ressemble. Mm-hmm. Votre récit semble parfois accueillir des fragments, des morceaux de texte, de phrases, qui pourraient paraître étrangers à l'histoire, mais le nourrissent. Et je me suis demandé si ces textes, ces fragments, étaient préexistants au récit lui-même, ou alors avaient-ils été conçus comme des incrustations sur le tissu du texte? Alors c'est une très bonne question parce qu'il y a effectivement des strates de texte un peu plus anciennes, puisque comme je l'ai dit j'ai commencé il y a 20 ans, mais c'est pas forcément les fragments. C'est plutôt des amorces d'autres textes, d'après ce dont j'arrive à me souvenir un peu rapidement là. En revanche, cette question du fragment, alors je viens de forme littéraire, c'est mon 10e livre, donc je viens de forme beaucoup plus hétérogène. Souvent on dit que je viens de la poésie, ça me fait un peu bizarre parce que j'ai l'impression elle est toujours là en fait, mais puis la poésie c'est pour moi pas vraiment une forme en particulier qu'une recherche au sein de la phrase, mais bref, en tout cas c'est vrai que je viens de formes plus fragmentaires et j'apprécie les ruptures de rythme aussi et de construction, et j'aime beaucoup, je l'avais fait davantage dans mon livre précédent, Anomalie des zones profondes du cerveau, donc j'aime beaucoup jouer sur ces ruptures de rythme avec le lecteur, et le fait, quand on tourne une page et qu'on a un passage plus court et quand on retourne une page, ça crée une pause imposée de toute façon, c'est-à-dire qu'on est obligé on reprend son souffle, voilà, il y a le blanc de la page, on retourne une page, et j'ai vraiment voulu concrétiser ces blancs-là. J'ai aussi une vieille obsession qui est la musique, et si ce n'est intégrer des techniques musicales à l'écriture, ça c'est un travail en soi, je pense que je reste quand même toujours très tributaire de cette composition un peu musicale. C'est vraiment ces pauses, pour moi, c'est comme vraiment quand on met un point d'orgue, une réelle pause musicale dans la lecture. Et puis, une question avant la toute dernière. Le choix de l'époque. Est-ce que cette histoire aurait pu se passer à un autre moment ?
Alors pas cette histoire-là, puisque elle est quand même dans une. Alors c'est pas un roman historique sur la Corse entre les années 76, disons, et la fin des années 90. Je fais pas une sorte d'histoire du nationalisme du tout, mais quand même, c'est un arrière-plan qui est très important pour l'héroïne, puisqu'elle naît en 76 et après elle est adolescente pendant ces années-là, donc 75-76, donc 75 les événements d'Alir, il y a 76 la naissance du FLNC et les années 90 la période très sombre où le nationalisme a connu beaucoup de collusions mafieuses et énormément de morts, beaucoup de sang. Donc vraiment cette histoire-là, j'avais envie de la raconter pour cette génération-là, qui est la mienne. Là pour le coup, elle a vraiment mes dates de naissance, Yuma Benedetti. En revanche, il y a plein d'autres choses à dire. Enfin, je dis ça parce que maintenant j'ai ouvert la boîte de Pandore de ce territoire. Voilà, j'ai plein d'autres projets de livres et notamment un autre, mais qui se passera entre les années 1880, 1920, 30, où c'est une autre séquence historique très intéressante de migration, parce que c'est un sujet qui m'intéresse aussi. Mais en tout cas, voilà, pour raconter cette histoire-là aussi, ce rapport ambivalent à l'île, qui est à la fois un rapport de fascination, mais aussi un rapport d'angoisse et oui, de rejet quelque part. Il fallait parler de cette génération qui a été adolescente pendant les années 90 et qui avait l'impression que c'était un territoire de mort. Alors heureusement, aujourd'hui les choses ont changé, espérons que ça continue, mais j'ai l'impression que la société civile là-bas et plein de gens est bien décidé à faire en sorte que ce soit la vie qui triomphe en Corse et l'existence et faire des choses et que ça soit un territoire vivant. Mais c'est vrai qu'à l'époque c'était beaucoup plus compliqué. Et la dernière question, quel livre ou quel auteur aimeriez-vous partager avec vos lecteurs ? C'est toujours une très vaste question. Alors il se trouve que je viens de lire un livre de Denis Roche qui s'appelle Temps profond. Denis Roche est mort en 2015 si je ne m'abuse, et c'est un livre donc, qui a été publié posthume et qui est le recueil de ses essais de littérature arrêtée, c'est-à-dire une forme d'écriture journal qu'il a inventée, j'ai vraiment été absolument bouleversée. Enfin, Denis Roche est un auteur évidemment qui a été très important pour moi et que je lis depuis très longtemps, mais je pensais pas pouvoir être à nouveau à ce point-là bouleversée par un de ces livres que je découvre, en plus après sa mort. Donc j'étais un peu j'aurais presque aimé le découvrir de son vivant pour en parler avec lui. Et voilà, c'est une forme magnifique parce que c'est une forme à la fois d'une intense simplicité, puisque c'est une forme journal. En même temps, quand on regarde de plus près, c'est beaucoup, enfin en tout cas c'est très travaillé comme simplicité, et donc il y a à la fois énormément d'émotions, d'amour, vraiment de manière ébouriffante, et puis un rapport à l'écriture, à la littérature, à la pensée, qui est aussi très éclairant. Donc c'est un livre que je conseillerais vivement. Merci beaucoup Laure Lémangy. Merci à vous.